Bonjour tout le monde, donc il m'a été confié cet ampli qui est un PV classique 78 qui a un souci. Donc le souci principal c'était les tubes de puissance donc qui étaient d'origine. Cet ampli avait déjà été vu et il y avait un problème qui était au niveau des phaseurs, donc les chimiques en général sont complètement HS, comme on peut le voir ici, hein, ils sont très bombés, donc ils ont chauffé et ils ont perdu de leur capacité. Le risque c'est l'amorçage interne, donc il est préférable de les changer. Il y avait aussi ici au niveau du découplage des phaseurs, donc on a un déphaseur à transistor avec deux transistors ici montés en différentiel ou bascule de Schmitt comme il est dans les classiques des amplis à tubes. Ce montage ici est à transistor. Donc le conduit de découplage était mort, la résistance, les deux résistances ici qui viennent alimenter le déphaseur, ces deux résistances étaient foutues, dont une était en court-circuit. Donc je l'ai cassée et volontairement mesurée puisque ce sont deux résistances de 22K. Et qui était passé à une centaine d'ohms. Donc attention aux résistances agglomérées au carbone, hein, donc c'est les fameuses résistances qui se présentent comme ça, marron et qui brunissent de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Donc au milieu on a un crayon de graphite, ce crayon de graphite chauffe, vient brûler la partie qui est le corps de la résistance pour maintenir le crayon de graphite ou de carbone, hein, on appelle plutôt carbone, et cette partie du corps brûle et donc devient conductrice. C'est malheureusement classique dans ce type de résistance. Il y en a beaucoup qui montent ça parce que soi-disant elles ne sont pas inductives. Mais là le but c'est on peut mettre n'importe quelle résistance, quel type de résistance, puisque après on se retrouve avec un condensateur de découplage qui vient au pied de ces deux résistances en série. Donc ça j'en vois pas du tout l'intérêt. L'intérêt et le risque justement que elle brûle et voilà quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cet ampli? Il s'est passé un retour d'énergie par un tube qui s'est mis en disons court-circuit ou un amorçage qui s'est fait au niveau de la G2 et de l'anode. Donc si on regarde le schéma, comme on peut le voir ici, on a notre fameux déphaseur ici, bascule de Schmitt. Ici on a deux diodes pour éviter le retour d'énergie par les capacités donc de liaison, hein, si en retour d'énergie la tension inverse va revenir et s'aligner sur le 300 volts. Là, les deux fameuses résistances sont montées en série, c'est ces fameuses résistances de 22K, découplées par un 10 micros qui lui était complètement sec, comme on peut le voir ici, complètement foutu quoi. Et c'était un bout de bois, donc l'ampli avait un rendement pourri et un son pourri. En clair, le son était... moi je ne l'ai pas entendu puisque la personne me l'a amené, mais il m'a dit j'ai jamais... il y a longtemps qu'il marche très mal et voilà.
Après, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la partie puissance, donc qui est toute simple, hein. Il y a juste deux tubes Pentode 6L6 avec le transfo de sortie, donc c'est drivé par ce différentiel ou bascule de Schmitt, ça dépend comment on veut l'appeler, hein. C'est un simple différentiel donc qui est inverse, hein. Si le signal devient positif ici sur ce transistor va conduire, bloquer celui-là, et si à l'inverse le signal est négatif, ce transistor se bloque et celui-ci va conduire. Donc voilà le truc, hein, c'est qu'on a un équilibre qui se fait bien au centre quand notre différentiel est bien trié, c'est-à-dire les transistors sont de même bêta, que les résistances de polarisation sont équilibrées aussi, et de ce fait, donc quand on va amener une alternance positive, ici ça va basculer, le transistor va conduire, donc ça va basculer comme ça, l'autre va se bloquer, et à l'inverse dans l'autre alternance. Voilà, donc comme ça se passe ici. Donc c'est ici transmis par deux condensateurs de liaison sur les grilles des tubes de puissance, avec ici leur résistance pour la polar négative, cette polar négative est faite par ce redressement et cette division de tension pour arriver à avoir la tension correcte de moins 60 volts. Alors ici on trouve une particularité avec deux diodes qui sont montées sur les anodes, et ici les anodes des diodes sont mises à la masse. Alors il y a une personne à qui j'avais fait la remarque, me dit non, c'est parce que on a sur ce type d'ampli, mais c'était pas le même modèle, une commutation donc de tension. Ici, il n'y a pas de commutation de tension. À quoi servent ces diodes? Ces diodes sont comme des diodes Zener qui servent à protéger le transformateur en cas de coupure HP. Si il y a une coupure HP, le risque est qu'on ait un amorçage interne au niveau du primaire. Donc cet amorçage interne est dangereux pour le transformateur, peut tuer aisément le transformateur. Et ces diodes donc ont une valeur de tension inverse qui vont faire une chose, vont écréter et se mettre en court-circuit. Donc elles sont là uniquement pour protéger le transformateur de sortie en cas de coupure du haut-parleur. Ça s'est fait pas mal, il y avait eu des éclateurs, il y a eu des varistances, donc VDR, qui étaient aussi faites, mises de la même façon, donc des éclateurs qui n'étaient pas à gaz. Moi j'ai vu des éclateurs avec juste un peigne, avec il y avait un demi-millimètre d'espacement pour absorber l'arc. Voilà donc pour cet ampli, donc c'est un Supreme 78, donc forcément c'est un PV, le modèle Supreme 78, avec reverb et flanger. Alors le flanger, comment est-ce qu'il marche? Alors voilà le fameux flanger, il est ici avec son circuit de commutation. Alors ici il y a pas mal de PV qui sont équipés de ces commutateurs analogiques qui permettent via la pédale d'effet qui est fournie avec l'ampli, donc là il y a plusieurs switches qui permettent de commuter les entrées, de commuter le flanger, la reverb,
Donc il y a cet ampli autonome avec quelques effets. Là donc le flanger, c'est ce principe ici. Alors le principe il est qu'on a chaque fois un déphasage qui est avec une fréquence variable. Donc cette fréquence a une très basse fréquence variable qui va modifier la valeur du déphasage par justement apport de résistance ici, et le circuit est ici de déphasage. Donc il est cascadé, il y a plusieurs circuits comme ça qui sont tous commandés de la même façon par un générateur TBF que l'on peut voir ici, et le signal rentre ici, et s'ensuit une cascade de circuits, et ça nous permet d'avoir un déphasage qui à la fin va être rajouté au signal par le biais de ces résistances. Et ici donc la commutation qui va attaquer l'étage de puissance. Voilà pour ça. Donc ici on a la partie reverb avec, c'est une reverb à ressort mécanique classique comme il y a dans tous les amplis. Les corrections, ce sont des corrections passives, elles ne sont pas actives, hein, il n'y a pas de boucle de c'est pas sur la boucle de contraction. Sur les amplis de guitare, en généralité, c'est fait comme cela. Il n'y a pas de backsendal actif, c'est juste des filtres qui sont utilisés ou pas utilisés selon la valeur qui est établie par les potentiomètres ici. Donc que dire de plus? Ben voilà, donc le circuit intégré n'est plus marqué d'une valeur un peu spéciale. Il est possible de le remplacer, tous ces circuits intégrés. Le reste, bon, c'est du classique ampli hop normal, hein, double, je crois, je me rappelle plus. Mais par contre, ça, c'est spécifique. Donc, le CA3094 peut remplacer aisément sur le circuit de déphaseur, et même sur certaines parties qui sont utilisées dans la partie préampli. Voilà pour ça. Je voulais vous faire savoir aussi que il m'a été demandé la fabrication d'un ampli à tube, tout tube. J'ai utilisé pour cela des tubes EL300 qui sont pas des tubes audio, mais qui ont des qualités que certains tubes audio n'ont pas. Alors voilà donc le schéma du montage de la partie puissance. La partie préampli sera une partie que j'ai copiée et un peu modifiée. Donc la partie puissance, elle est faite par ces fameux tubes EL300 qui ne sont pas très chers, qui ont une résistance interne qui est très faible, qui est de l'ordre de 400 ohms. Donc le transfo de sortie ici, ce sera un faible impédance, donc là c'est un 2 kg. Et la haute tension ici sera de 375 volts seulement. Et cela permettra d'obtenir une puissance de 50 watts. Chose que ici avec le PV qui est un 50 aussi, on est à plutôt 500 volts que 375. Donc l'avantage est là, c'est que la faible résistance interne permet, et donc le rapport de transformation aussi,
permet d'avoir, et le rapport d'impédance permet d'avoir une tension et un courant élevé grâce au tube EL300. Les caractéristiques sont, d'après ce que j'ai vu, certains disent qu'il est à peu près équivalent à la 300B montée en pseudo-triode. Donc ici j'ai fait une commutation pour faire de la pseudo-triode avec un relais. Donc tel qu'il est décrit actuellement, le relais, les positions sont au repos, et il est en pentode. Et après, quand les contacts se ferment ici, il est en pseudo-triode. Alors pour ce faire, quand on modifie la tension de G2, comme ces tubes sont très, disons, très rapides, quand on regarde les courbes, on dirait presque du transistor. Et justement, c'est dans son avantage, mais l'inconvénient aussi, c'est de bien avoir une bonne polarisation. Alors la polarisation de grille se fait ici par cette partie. J'ai fait une alimentation donc qui est alignée sur le 0 ici, la masse. Donc c'est tout monté avec du transistor NPN, comme vous pouvez le voir, qui est régulé par la masse. Et ici, donc la partie haute tension, la partie haute tension négative, va venir attaquer cette partie ici, pardon, c'est pas vu comme ça. La partie donc ici sera reliée à la partie négative de l'alimentation. Là donc on a le ballast de régulation, on a ici son comparateur qui est en série avec une stabilisation par une Zener qui elle est un peu faible, et il y a un courant, on ne peut pas dire qu'il y a un fort courant, mais il y a un courant qui le traverse ici et qui cette Zener ne supporterait pas. C'est pour ça que j'ai mis ce transistor ici qui est un BC547. Ici on est avec des BF338, ce sont des transistors vidéo haute tension. Et ici, on a un point de commutation avec un photocoupleur qui est en parallèle sur la bobine du relais. Donc quand on est en pseudo-triode, on va faire conduire ce transistor et on va modifier le diviseur résistif pour avoir une tension plus élevée. Donc on a ici un bias pour la pseudo-triode et ici un bias pour le mode pentode. Donc quand au premier abord pour le réglage, on règle d'abord en pentode, et après, une fois qu'on bascule en pseudo-triode, on a ce réglage ici de bias. Et ici, on a un potentiomètre d'équilibrage, et comme on peut voir ici, j'ai rajouté deux résistances de norme dans les cathodes, dans lequel on peut intercaler un millivoltmètre pour ajuster la tension des cathodes, qui se situera entre 0,6 et 0,55 volts, pour avoir un bon raccordement. Le bias permet d'avoir un bon raccordement. Tout le monde dit chaude, froide. Non, il faut que le raccordement soit correct au niveau des deux, de l'alternance positive et négative, qu'on n'ait pas un décroché. Voilà, le bias chaud ou froid, c'est ça. Donc meilleur sera le raccordement, et plus vous aurez, disons, un signal, enfin une audio qui sera très bonne. Ensuite, donc j'ai mis ici une régulation équipée avec un BUT12 et un BF759 pour le G2.
Donc cette régulation va attaquer ici le point du G2 pour réguler le G2. Ces tubes sont très critiques et beaucoup de tubes d'ailleurs sont critiques quand on les utilise à 100% pentode. Donc bien réguler cette tension est très important. Elle ne doit pas varier en fonction de la modulation de l'ampli, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est quand on module un ampli avec une puissance un peu élevée, forcément la HT ici s'effondre, et derrière cette HT il y a toute la HT qui va alimenter le déphaseur et la partie préampli. Donc il y a une dérive au niveau du G2, et donc pour éviter ça, j'ai opté pour faire cette petite régulation qui permet de polariser correctement les G2 des tubes de puissance. Voilà, donc une fois terminé tout ça, on en fera l'essai. Donc on ira voir un collègue qui joue de la guitare et qui aime bien ça, et donc qui est Eric, et je lui ferai tester l'engin. Alors donc le préampli, c'est un préampli classique avec ici un tube à l'entrée avec un découplage de cathode. On est sur de l'ampli de guitare, on n'est pas sur de la hi-fi, donc on aime un peu de distorsion. Ici donc on a le réglage de tonalité, grave, médium, aigu. On va attaquer ici avec le potentiomètre de gain, ce tube ici qui est un préampli, un vulgaire préampli avec un gain, donc là j'ai enlevé volontairement le découplage. Le découplage, ici je veux un grand gain, ici un gain un peu moins important. Pourquoi? Parce que ici on a un fort gain qui va rapidement saturer. Donc ça va nous amener la distorsion par saturation de ces tubes. Le dosage peut se faire par les potentiomètres ici, et ici c'est le niveau de sortie pour attaquer la partie, donc pas driver, on va voir après. Cette partie ici donc va permettre de régler qu'on ait le même niveau quand on est en saturation, c'est-à-dire saturation drive, et quand on est en drive ou en normal. Donc ce potentiomètre est un potentiomètre de niveau pour équilibrer selon si on est en drive ou en normal. Et ici, on a deux potentiomètres qui nous permettent le drive, c'est-à-dire selon comme on le veut, si on veut du drive vraiment hard, ou donc on va jouer sur ces deux potentiomètres. Après, donc, on va attaquer le send et le return pour la pédale d'effet. Les pédales d'effet ou les effets écho, reverb, pédale de distorsion selon comme le goût de chacun, et on va attaquer ici un tube qui est une EC86, c'est une simple triode qui a une particularité, c'est-à-dire qui s'auto-polarise par le courant grille. C'est pour ça qu'on n'a qu'une résistance qui est alignée sur la cathode et qui revient sur la grille. Donc j'ai opté pour ce calcul ici, 510-68K, pour avoir un gain, pour driver ici une correction de tonalité qui permet, en plus de cette correction en amont, d'avoir un contrôle de tonalité, et qui va attaquer après en sortie le master. Donc la correction de tonalité se fait par ici, avec une partie comme on peut voir
de retour de signal à nos positions de phase, donc qui est semi-active. Elle est passive dans ce sens-là et semi-active au niveau ici pour les basses. Donc elle peut rejeter les basses, mais sur une certaine valeur après, on va remonter dans les médiums aigus et jusqu'à la valeur max ici, et ça permet, disons, de rajouter un petit peu de chaleur sur un ampli qui des fois n'en a pas trop, et il y a certains guitaristes qui rajoutent justement ici encore un petit égaliseur graphique pour donc ça permet, disons, d'éviter ce truc là et de faire une petite correction générale. Donc ici les tubes, ce sont des ECC 83, ces deux tubes sont des ECC 83, enfin ces deux parties c'est une ECC 83, ça aussi ECC 83, ici EC86, et dans la partie déphaseur ici, j'ai opté pour du ECC 81. Ici, bon, comme on peut voir, on a une balance pour régler le déphaseur. Voilà, donc pour le petit truc, et la prochaine vidéo sera l'écoute. Je vous dis, allez, salut!